Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la bande dessinée par leur travail. C'est le 3e numéro que nous consacrons à l'anthologie Punch sortie chez Kinaï. Vous vous en rappelez très certainement. Au début de l'année, on était allé à la rencontre de Johan Sacré et d'Elsa Bordier et Souria pour aborder leurs histoires dans l'anthologie qui sort sous format de single issues aux éditions Kinaï. Et donc aujourd'hui, on revient, bien entendu, puisqu'il y a encore 2 autres numéros à aborder et on n'allait pas laisser passer l'occasion d'aller à la rencontre de Mélanie Allag, l'autrice du 3e numéro qui s'appelle Cratère, qui était présente à Paris en ce moment. Donc bonjour Mélanie, bienvenue parmi Salut. nous. Alors c'est la première fois que tu viens dans ce podcast et donc la question d'usage bien entendu c'est pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément, te présenter un petit peu tout simplement. Qui es-tu Mélanie ? Alors, je suis autrice jeunesse et un peu plus depuis pas mal d'années. J'ai commencé vraiment jeunesse, presse et album pendant une dizaine d'années. Et puis après, j'ai fait de la BD chez Delcourt avec 2 gros albums un peu roman graphique. Et voilà un peu mon bagage. Voilà, je suis sortie d'Angoulême. Mmh. J'avais justement une question à te poser parce que justement dans ta carrière il y a vraiment d'illustration jeunesse et de la bande dessinée en tant que telle. C'est quoi concrètement la différence dans l'approche que tu as alors avec ces 2 types de formats ? Entre la BD et la jeunesse, ouais. Moi j'essaye de pas trop faire de différence dans ma manière de travailler en tout cas. Ouais. Je prends vraiment les projets un petit peu je me concentre sur l'histoire vraiment, et après on va dire que la tranche d'âge moi je suis bien sûr obligée de faire un peu attention à ça, mais c'est pas voilà, j'ai jamais trop fait gaffe à ça. Même les projets adultes en fait, j'étais très étonnée qu'ils soient lus après par des vachement plus jeunes. Donc c'est vraiment un peu le plaisir d'abord. Ouais, mais enfin après c'est parce que moi j'ai un peu ce regard aussi, parce que nous en fait sur le podcast on parle surtout de BD dessinée aux adultes, mais on aime bien s'intéresser à ce que fait Kinaï aussi, parce que là-bas ça vient des États-Unis, que c'est un autre pan en fait de toute la littérature illustrée, et c'est toujours la question qui est super dure de notre côté, c'est vraiment de se dire comment en fait tu fais une bonne BD jeunesse en fait, et dans le processus créatif quelles sont vraiment les choses à prendre en compte pour parler à un public jeunesse. Ouais, c'est ça. Faut avoir peut-être gardé une petite part de gros bébé dans une petite part jeunesse en soi. Non, franchement, je pense que la cible, moi, je me suis toujours dit en tout cas que les enfants pouvaient comprendre des histoires assez élaborées. Et du coup, j'essaye toujours de tirer un peu ça de manière exigeante en tout cas, et j'ai fait beaucoup de commandes au début de ma carrière d'illustratrice, quoi. C'est-à-dire de commandes, j'ai fait beaucoup de presse pour des magazines, des choses comme ça. Même les albums, c'était souvent des albums de commandes. Donc j'ai vachement appris en termes de cible. Enfin, c'est toujours très précis en presse. Donc on travaille vraiment pour des tranches d'âge très définies. Donc ça, peut-être que je l'ai complètement vraiment digéré. Ouais. Mais par contre, j'ai toujours voulu faire des histoires jeunesse qui soient poussées et qui soient immersives, et qui en gros qu'on puisse apprécier en tant qu'adulte autant qu'en tant qu'enfant, en fait. Cette espèce de ligne pas très nette entre ce côté de garder un peu ce goût pour la féerie, ce goût pour les histoires qui nous embarquent, et en fait ça je pense qu'on peut l'avoir même passé 8 ans. Donc c'est un peu plus ça mon leitmotiv que vraiment me focaliser sur les tranches d'âge, parce que ça je l'ai fait en tant que professionnelle en commande, et en tant que dessinatrice plus libre, on va dire. J'essaye de m'en détacher un maximum, quoi. Mais quand tu parles de commande, alors parce qu'enfin je pense que tout le monde a quand même compris, mais c'est vraiment en fait quelqu'un qui te demande un dessin, et alors t'as pas le choix de ce que tu dois dessiner. Non, c'est par exemple pour les magazines, quoi, pour Strapi, J'aime lire, ce genre de choses. Généralement, on commence par des jeux, après on a des récits plus importants, on fait des grandes histoires, et ça on travaille avec un auteur, on travaille avec des scénaristes, quoi, et puis avec la rédaction, et généralement c'est assez dirigé. Voilà, il y a des vraies contraintes un peu en termes de
type d'image qu'on on n'est pas hyper libre, mais on trouve justement là-dedans des zones de liberté, quoi. D'accord. J'ai noté juste avant le mot féerie dans ta réponse. C'est quelque chose d'important dans les récits jeunesse d'avoir une part d'imaginaire obligatoire, c'est-à-dire que on va dire que les tranches de vie c'est pour les vieux et on se fait un peu chier. Moi, c'est ce qui m'amuse le plus. Ouais. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a des auteurs qui savent très bien raconter des histoires du quotidien et tout. Mais je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aime bien raconter des éléments du quotidien, mais dans des univers déplacés, quoi. C'est ce qui m'intéresse le plus parce que voilà, le quotidien, ça, voilà, en dessin en tout cas, ça m'amuse beaucoup moins. Mais voilà, après c'est pas un jugement de valeur. Non, mais voilà, moi ça m'amuse plus en tant que dessinatrice. Je pense que c'est important aussi de prendre du plaisir et s'amuser. Enfin, c'est un peu comme quand on est gamin et qu'on se raconte des histoires en jouant, quoi. C'est un peu la même chose. On crée des petits persos, on est là, on les anime dans sa tête, on y prenne vie et du coup, oui, la dimension onirique est hyper importante pour moi. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais ta méthode de travail? J'ai besoin de alors je pense vraiment par le dessin, c'est-à-dire que je construis les histoires vraiment par la recherche de forme et ça part vraiment un peu dans tous les sens au début. C'est souvent d'abord du chara-design qui va voilà, je vais inventer un personnage un peu par hasard et souvent c'est en bossant sur un autre projet. Il y a ce côté ping-pong d'un projet à l'autre qui est un peu le moteur de la création chez moi, quoi. Je fonctionne un peu comme ça. Et après, en fait, c'est un personnage, un élément de sa tenue qui va générer un récit, quoi. Moi, c'est plus comme ça que je travaille. Il y a vraiment ce truc de parfois les détails que tu peux faire dans le chara-design en fait racontent déjà l'histoire derrière. Ouais, parce que je suis très dans les petits détails de comment les personnages sont habillés, ça raconte qui ils sont, etc. Et donc très rapidement, souvent, c'est comme ça que je lance la machine. Je crée le personnage un petit peu par petit patchwork, quoi, comme ça. Et après, ça lance souvent voilà des lignes des fils de narration en fait, comme ça. Sur des univers. D'accord, donc le personnage avant l'univers. Ouais, vachement. De ce côté, je pense. Et avec quand tu travailles avec un scénariste, du coup, donc c'est avec du Coudray, je crois, pour le repas des Yann, par exemple. C'est quoi, comment tu fonctionnes avec un scénariste? Avec Aurélien, c'est particulier parce que c'est un scénariste qui découpe pas. Donc il laisse énormément de liberté aux gens avec qui il travaille. On a toute la partie mise en scène en fait qui est libre et c'est juste des suites dialoguées. Donc c'est vraiment comme une pièce de théâtre avec voilà. Et puis il a vu qu'il a un talent de dialoguiste vraiment tout de suite. Moi généralement je vois les persos parler et c'est assez simple en fait. Avec lui, en tout cas, on a ce bon feeling pour travailler ensemble parce que ça prend forme assez rapidement dans ma tête juste en lisant ces dialogues. Donc c'est forcément quand même si là c'est plus des univers que je vais placer, moins des personnages tout de suite. Voilà, mais il y a des images qui viennent comme un petit film D'accord. Et d'un point de vue technique, vraiment, tu fais du traditionnel, du numérique, tu expérimentes alors différents supports, différentes techniques. Je fais un petit mélange. Moi, je fais une petite cuisine toujours entre tradi et ordi. Et je travaille pour certains projets au crayon, Et après, mes couleurs, je les fais sous Photoshop, quoi. Ouais. Et en gardant une texture en fait proche de ce que je fais en tradi. Et dans l'idéal, j'aimerais bien faire un projet entier, tout à l'aquarelle, etc. Mais c'est trop chronophage, donc je fais toujours une partie traditionnelle pour avoir le plaisir du dessin. Et après la colo. Numérique. Ouais, puis parce que j'imagine aussi que t'as un peu l'épée de Damoclès de si tu te loupes. En tradi, tu peux moins facilement revenir sur quelque chose que au numérique. Mais c'est vrai, mais c'est un peu une fausse idée parce que j'ai remarqué sur le repas des Yann, par exemple, toute la dernière partie, les 25 dernières planches, je les ai fait à l'encre et j'ai pas mis plus longtemps en fait. Donc oui, on refait complètement une case ou on refait complètement une partie de planche, mais le temps d'exécution il est un peu le même, mais c'est plus flippant. Ouais, en vrai, c'est vrai que il y a un côté très très impressionnant de se lancer dans sa planche en tradi.
Mais je pense que en faisant beaucoup, ça doit partir peut-être. Enfin, j'espère. Très bien. Tu fais donc de la bande dessinée jeunesse. Est-ce que tu t'intéresses aussi à toute la production qu'il y a en France, mais aussi justement aux États-Unis, comme ce que fait du coup Kid-Nai en ramenant ces productions américaines? J'ai un peu découvert cette partie de la BD avec Kid-Nai en fait, parce que je suis pas hyper, je suis pas une énorme lectrice bizarrement, mais parce que tout simplement non, c'est que j'ai besoin de, quand je suis sur un projet, j'ai besoin de pas voir trop d'images en fait. Ouais. J'ai besoin de rester dans l'univers que je suis en train de construire, et donc mes temps de lecture, on va dire, d'inspiration, ils viennent après, entre deux projets, etc. Mais du coup, je connais assez peu les publications américaines en fait. D'accord, mais c'est pas grave. Mais je me rattrape. On va voir si Romain te fera les gros yeux. Je me rattrape et c'est super bien et j'aime beaucoup. Voilà, ce que vous ne savez pas, c'est que Romain Galland, donc le directeur de Kid-Nai, est juste à côté, donc il fait les gros yeux là à Mélanie, de toute façon. Mais justement, votre rencontre du coup, ça fait comment alors? Il est venu te contacter, te dépêcher pour le projet? Comment ça s'est fait un petit peu la façon dont tu as été recruté? Ouais, c'était via Instagram quoi, parce que c'est comme ça que les recrutements se font maintenant. C'est ça, ouais. Et ça s'est fait comme ça. On s'est parlé du projet, voilà. Et donc, toi, tu n'avais pas forcément d'histoire en tête, donc c'est qui t'a dit, c'était ça, il m'a expliqué que la thématique tournait autour de la nature, que c'était un peu carte blanche sur le truc, et puis et le format en fait me plaisait beaucoup parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un truc toute seule au scénar aussi. Et puis il y avait quelque chose d'un petit peu rassurant de pas avoir un album trop long. En vrai, c'est 10 fois plus dur. Ouais. C'est un format hyper difficile, je m'en suis rendu compte après. De condenser vraiment son récit, c'est vraiment pas facile. Et donc c'était hyper intéressant en termes de construction de me prêter à cet exercice-là. Et donc j'étais assez partante parce que j'avais vu le reste de la production Kid-Nai, que je trouvais ça très chouette, qu'il y avait peu de choses comme ça dans les autres maisons avec lesquelles je bossais. Donc c'était un truc qui me paraissait fun à faire. Et donc là, dans le processus créatif de Crater, alors c'est les personnages qui sont apparus en premier? Ou t'avais des idées plus générales comme l'humanité s'est cassée la gueule, les insectes ont pris le dessus? Il y avait une envie de faire un truc autour des insectes. En fait, quand je bosse, je travaille pas mal avec je sais pas, des sites de biologie, des trucs comme ça. Enfin, je suis assez j'aime bien aller le monde animal est assez fascinant. Oui. Un peu une source intarissable d'inspiration quoi. Donc la plupart du temps c'est je sais pas, je lis un truc sur les escargots et ça me donne une idée de perso, et là c'est vraiment ça. Et là, en fait ça faisait un moment que j'étais en train de triper sur les insectes et à quel point c'était fascinant et tout. Et sur certaines capacités, j'avais lu qu'il y avait il y avait des escargots qui faisaient de la télépathie, enfin des trucs complètement fous. Et j'ai commencé à monter le récit plus par rapport à des articles que j'ai pu lire de biologie, des trucs comme ça. Et là, ça se prêtait bien. J'avais envie de faire un récit, un peu plus dark, quoi, un peu pas pessimiste, mais partir du principe quand même on n'est pas super bien parti, clairement. Voilà, une sorte de constat, voilà. On peut dire qu'il y a un écho par rapport à une certaine situation actuelle, peut-être. Voilà. Donc avec ce sentiment personnel que quand même c'est pas la fête. Ouais. Et j'avais envie de faire un récit jeunesse qui part un peu de ce constat-là, en y allant franchement sur genre en mode les humains ont vraiment tout bousillé, et comment une petite bande d'enfants peuvent venir un peu en petite ligne d'espoir à l'horizon dans cet univers-là. Mais on est vraiment dans un futur très très lointain. C'est presque, on sait pas trop si c'est la Terre, mais c'est une possible un futur possible. Voilà, c'est pas très fun. Est-ce que c'est obligatoire, c'est une question super naïve, mais d'avoir des protagonistes enfants quand tu veux justement t'adresser à un public jeune, ou est-ce que ça pourrait le faire aussi avec des adultes? Avec des adultes, je pense qu'il y a quand même ce truc d'identification au héros qui est un peu logique, dans le sens où
ouais, on va plus un enfant, il va plus se projeter dans l'histoire d'un autre enfant, quoi, tout simplement, quoi. Mais par contre, un adulte peut très bien se projeter dans l'histoire d'un autre enfant. Je pense que ça c'est un espèce de truc qui perdure. Je suis pas sûre qu'un héros adulte, bon, enfin voilà, il y a des exemples en BD, c'est Lucky Luke et tout, mais là, ça me semblait aussi une donnée positive. C'est-à-dire que c'était par eux qu'arrivait une possible solution, en tout cas un espoir, etc. Il y avait cette voilà, ce truc un peu de génération future. Bon, on compte toujours sur la génération d'après pour faire mieux, quoi. Donc il y a un peu ce truc-là. Donc c'est important dans ce sens-là, je pense, de comment aussi on construit sa personnalité avec nos lectures quand on est enfant. Et il y a forcément des récits qui nous ont habités comme ça parce que aussi on s'imaginait dans la peau du héros, quoi. Ouais. Donc c'est forcément plus simple en étant enfant, quoi. Et alors comment tu détermines aussi, parce que t'as quand même aussi la contrainte principale qui est de faire tenir cet ensemble en 32 pages. Ouais. Comment tu définis aussi le nombre de personnages que tu vas pouvoir intégrer là-dedans, parce que t'as quand même à minima 5 gamins qui sont quand même très importants, t'as 3-4 adultes aussi. Donc comment tu réussis à te dire je vais placer tout ça alors que j'ai quand même un espace assez petit, il faut que j'arrive à donner un peu d'espace à tout le monde, à faire comprendre qui est qui. Parce que en vrai j'aurais pu en mettre 50 de plus, je pense. Ouais. Bah techniquement il y a un univers à développer, hein, ça on est d'accord. Voilà, c'est ça, c'est que je partais du principe que il reste plus vraiment beaucoup de monde dans cette communauté, quoi. Elle a été un peu décimée. Donc les acteurs en gros qui font vivre le cratère sont déjà un petit peu restreints. Mais au début j'avais des idées de plein d'autres persos. Il y avait le maire du cratère, il y avait plein de religieux. Enfin voilà, j'étais partie vraiment assez loin. Et donc j'ai resserré en gros sur l'univers juste autour des enfants. C'est-à-dire que j'avais de toute manière ces 4 persos là, 2 persos qui vivent dans le cratère et 2 persos qui vivent en dehors du cratère. Il y avait en fait ce rapport dedans-dehors qui était dès le début en fait de l'idée du projet, d'avoir vraiment un passage, un truc très enfermé sous cloche et puis d'autres qui ont continué à vivre en dehors, quoi. Et forcément je me suis concentrée sur les gens qui le voyaient au quotidien, quoi. Donc là dans ce cas-là par exemple, c'est vraiment, je parle du quotidien de ces enfants-là. Donc eux ils vivent dans un labo, donc leurs interlocuteurs c'est les 3 ou 4 chercheurs qui sont dans le labo. C'est vraiment les gens qui voient tous les jours, et puis de temps en temps on leur octroie un espace de liberté, mais ils se font punir direct après, quoi. Donc on voit quelques autres personnages qui sont des gens du cratère, mais on va dire qu'ils y ont presque très peu accès. Donc en fait, je donne à voir uniquement leur entourage, parce que je me suis concentrée sur en fait ces deux petits gamins. Et le fait d'avoir 2 duos aussi, enfin ce côté à l'intérieur, à l'extérieur, c'était pour faire un miroir, quoi. Mais aussi l'opposition de chacun présuppose de ce qui se passe de l'autre côté, alors que c'est pas forcément. Voilà, c'est ça. C'était vraiment 2 évolutions différentes, des préjugés aussi sur l'environnement de l'un et l'environnement de l'autre. Ceux qui sont dehors veulent plus jamais revenir à l'intérieur parce que ils ont un passé, un passé toxique à l'intérieur, et ceux qui sont dedans pensent que ce sera toujours mieux dehors. Voilà, chacun se fait une sorte de vision un petit peu déformée de comment ça se passe pour l'un et pour l'autre, et puis voilà, ils se rencontrent à un moment donné, quoi. Avec ces histoires d'insectes géants, j'ai quand même senti, tu me dis si je me trompe, une inspiration, une vibe Nausicaa de la vallée du vent. Donc tu le reconnais. Oui, c'est de la référence complètement assumée, parce que là c'était un gros clin d'œil, quoi. C'était un gros clin d'œil, et là ça m'a vraiment amusé de mélanger ces influences-là, parce que je trouvais que ça s'y prêtait bien, quoi. Alors comment t'as choisi les insectes que t'allais dessiner là-dedans? Eh ben, j'ai fait une sorte de... C'est pas la question, c'est quels sont tes insectes préférés de choses. En fait, j'ai mélangé des caractéristiques d'insectes existants un peu, mais en fait, à partir du moment où on intègre un petit peu la structure des insectes, comme ça, on peut en créer plein. Et donc j'ai fait des espèces de Lego d'insectes, hein. Mais après voilà, il y a les libellules qui sont un peu des libellules chamaniques bizarres. Il y a des fourmis qui sont plus agressives. Voilà, chacune avait un petit rôle précis, quoi. Ouais, puis ce qui est amusant, c'est quand même que tu parles de phloème, tu parles de fanel, tu parles d'entomologiste, donc tu utilises quand même un vocabulaire relativement bien soutenu quand même pour parler de biologie. C'est aussi pour parler de science un peu c'est ça, moi
je pense qu'on peut très bien voilà mettre des termes un peu difficiles quand on est enfant, on va les chercher quoi, on demande ce que c'est et puis voilà quoi. Donc après on peut se la raconter dans la cour de récré. Tu crois qu'il y a des gars qui disent moi je suis entomologiste? Ouais, je pense vraiment. Ça permet de créer des vocations après, c'est tant mieux. Et il y a un autre point aussi qui est beaucoup plus, enfin on est déjà quand même très dans la SF avec ces histoires donc on est dans le post-apo et avec des insectes gens, mais t'as aussi vraiment toute cette question du rêve chez les gamins qui en fait alors on n'arrive pas forcément à savoir concrètement qu'est-ce que ça doit faire, ça permet de matérialiser des choses, de communiquer aussi avec les insectes. Mais pourquoi le rêve? En fait l'idée c'était que les rêves là dans l'histoire prennent forme dans la réalité en fait. C'est une sorte de voilà, comme si on pouvait envoyer son rêve comme une imprimante 3D quoi. Et moi c'est mon fonctionnement créatif aussi. C'est-à-dire que je travaille vraiment j'ai plein d'idées je fais des rêves hyper bizarres, j'ai une vie nocturne assez remplie. Et donc ça fait vraiment partie de mon processus créatif. Ouais. Donc j'avais vachement envie de parler de ça aussi, d'une manière un peu de parler de cet aspect-là. Je pense qu'il est partagé par pas mal de dessinateurs. Et donc les personnages créent vraiment des mondes quoi quand ça marche. Bon là ils sont obligés d'être un petit peu dopés pour le faire. On fait des expériences sur eux, mais l'idée c'est ça, c'est cette poussée créatrice un peu qui se fait un petit peu sans qu'on en ait conscience dans le sommeil, et que le cerveau digère plein de choses et se met à créer des choses sans qu'on le veuille vraiment. Et du coup c'était un peu pousser cette idée et l'amener dans la science-fiction quoi. Mais finalement c'était raconter une manière d'utiliser ses rêves pour faire des images quoi. D'accord. Alors par rapport à ta précédente expérience où tu bossais avec un scénariste, donc là t'es à la fois au scénario et au dessin, donc est-ce que ça a beaucoup changé dans ta façon de fonctionner? Est-ce que c'était plus difficile? Est-ce que c'était plus simple de pas devoir forcément communiquer avec quelqu'un d'autre? C'est deux choses très différentes. Alors là j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. C'est pas facile du tout. Enfin, quand j'ai l'habitude de m'appuyer sur le savoir-faire d'un scénariste et que je suis pas scénariste de métier, quoi. Donc j'ai vraiment tâtonné. Et puis vraiment ce format-là était pas évident du tout. Mais j'ai bien aimé parce que je pouvais un peu aller explorer un peu des choses plus personnelles, quoi. Et après j'ai énormément de plaisir moi à travailler. Je suis pas frustrée du travail de duo. J'aime beaucoup ça en fait, j'aime bien parce que c'est quand même un travail très solitaire la bande dessinée et le dessin en général, enfin l'illustration aussi. Donc c'est des moments importants de travailler avec quelqu'un d'autre. Enfin moi ça m'apporte beaucoup, j'adore ça. Et la rencontre avec l'univers de quelqu'un d'autre, le transformer en fait, avoir un texte et puis vraiment faire quelque chose de différent. Cette transmission là, je la trouve assez fascinante. Passer d'un cerveau à l'autre quoi. Et pour le coup, la transmission à toi-même, ça s'est bien passé. C'était intéressant aussi, mais tu t'écrivais des scripts ou tu fonctionnais quand même dans ta tête en fait, sans forcément toucher quelque chose? J'ai fonctionné un peu peut-être à cause d'Aurélien avec qui j'ai eu le plus de temps de travail. J'ai fonctionné vachement par le dialogue en fait, par les dialogues d'abord. J'ai vraiment construit le récit avec les dialogues. Donc d'abord j'avais fait pas mal de dessins. Forcément parce que c'est comme ça que je lance les pistes, mais après pour la structure du truc c'est la voix des persos qui quand on commence à les dessiner et puis après ils se mettent à parler en fait et on les entend comme ça. Il y a plus qu'à écouter et après tu rêves d'eux aussi et après leurs aventures se matérialisent quoi. Et à quel moment ça devient problématique, il faut reprendre pied dans le monde? Il faut redescendre un peu. Non, ça peut être très immersif parfois. Ouais. D'accord. T'as noté que c'était un format qui était difficile quand même, le 32 pages en fait. Ouais, je trouve ça pas évident du tout. Ouais. Pourquoi alors? Parce que là peut-être que je suis partie sur quelque chose aussi d'assez ambitieux dans la quantité de choses que je voulais raconter. Donc c'est pour ça aussi, je pense que peut-être que c'est moi un peu qui ai voulu mettre beaucoup de choses, mais parce que j'avais planté un gros univers, donc ça aurait été trop frustrant de pas tout mettre. Mais ouais, je trouve que c'est un format chouette. Enfin, j'aime bien, c'est un temps de lecture
c'est un temps de lecture chouette, je trouve, le 32 pages. Mais c'est, en termes de scénario, c'est costaud. Ouais, parce que du coup, ce qui est le plus difficile, enfin pour moi, ça a été la conclusion en fait, qui arrive de façon très très précipitée. J'aurais bien aimé 2 pages de plus, c'est sûr. C'est ça, donc c'est là que tu sens que, mais en même temps, tu peux pas forcément non plus raccourcir au début parce que tu manquais. Et puis je pense que peut-être dans quelques temps, si on continue le récit, ce sera super quoi. Mais c'est vrai que la fin, elle arrive un peu brutalement, mais voilà, elle est bien finir aussi. C'est pas trop frustrant du coup de dire de continuer. Mais même parce qu'en fait, t'as quand même un carnet de 6-8 pages à la fin avec des petits bonus de présentation des personnages. T'as fait la couverture à colorier. Tu t'es pas dit à un moment, vas-y, je gratte 2 de ces planches. Bah non, parce que en fait, vu que sur le principe un peu, c'est que tout le monde est pareil en fait. Ouais, bien sûr. Mais je me suis pas trop dit ça dans le sens où chaque punch fonctionne un peu sur le même modèle et je trouve que c'est bien que tout le monde respecte ce truc des 32 pages quoi. Voilà, ça fait partie d'une sorte de saison quoi. Donc voilà, il faut jouer le jeu à fond. Il y a un côté un peu punk de le faire. Bon, la fin, elle se finit un peu trash, mais mais ouais. Et puis que je me disais aussi que c'est un univers que j'ai sans doute envie de développer. Oui, parce que justement, ça c'était la question de conclusion, enfin d'ouverture, c'est que t'as mis fin, mais t'as mis un point d'interrogation après. Ouais. Donc ça veut dire quoi ça? Bah parce que c'est-à-dire que ça c'est pas une histoire complète. Il y a marqué récit complet derrière et c'est pas une histoire complète. C'est fini, mais en fait il y a encore plein de trucs à raconter sur cette petite bande. Donc moi j'ai plein d'idées sur justement de choses qu'on n'a pas dites, de passages, voilà, il y a plein de il y a plein de trucs à développer encore, à explorer. Voilà, après le problème c'est le temps quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est quelque chose que tu sens que tu pourrais oui, carrément, le prolonger quoi. Ouais. C'est quoi pour toi les conditions réunies pour pouvoir continuer Cratère? Bah le temps, d'avoir c'est juste ça. Mon problème en règle générale dans la vie c'est le temps. D'accord. OK, et ben j'ai une question ultime à te poser quand même. C'est quoi ton insecte préféré du coup? Eh ben, c'est les gros scarabées, ouais. Les coléoptères. Ouais, les coléoptères, je trouve ça hyper cool. Alors, non, coléoptères, ça me fait penser aux cafards. Alors, j'aime pas trop les cafards, mais pourtant, les scarabées un peu balèzes, très, très gros, là. C'est avec les grosses cornes. Ouais, avec les grosses cornes, avec des bosses et tout ça, je trouve ça un peu fascinant. Ok, très bien. Des petites maisons. Ça marche. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir été avec nous. Donc, on vous rappelle que Cratère, c'est le numéro 3 de l'anthologie Punch saison 1. C'est 5,90€ par fascicule. Et donc, c'est disponible dans toutes les librairies. Et on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur nos réseaux sociaux et dans l'espace commentaire du site pour réagir à l'émission. Et on vous rappelle que les Super Friends, ce qui est le plus important avec ces podcasts, c'est de les partager pour faire découvrir le podcast, le travail des personnes qui viennent et aussi de l'éditeur Kinaï. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Salut!